Bonjour, je m'appelle Swanny, bienvenue du côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti! On se retrouve pour un nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auteur du livre Métamorphose, comprendre et apaiser les traumas de votre enfance aux éditions Baudelaire, sorti en 2022. Et alors aujourd'hui, en ce début de printemps, quelque chose de léger, je voulais vous demander votre opinion sur ce sujet assez complexe. Faut-il couper les ponts avec sa cellule familiale pour guérir du trauma ? Donc c'est une question complexe, surtout qu'elle vient remettre en cause pas mal de certitudes autour de ce que serait la sainteté, la vache sacrée de la famille. Donc et à titre personnel d'ailleurs, je n'ai rien contre l'idée que la famille puisse être sacrée. J'aime cette idée, c'est un concept réjouissant, rassurant, réconfortant, protecteur. Mais bien évidemment, la complexité se trouve dans le fait que si le mode de fonctionnement de la dite famille broie, ploie, abîme, écorche, piétine, eh bien, protéger une telle structure devient l'acte par lequel l'abus peut se prolonger via cette sanctification qui, bien évidemment, ne prend pas en compte le réel. Donc déjà, pourquoi poser cette question ? Eh bien, parce que beaucoup de personnes carencées, abusées, maltraitées, que leur famille familiale ont marqué au fer rouge, en viennent un jour à cette interrogation. Ça paraît un petit peu radical, émotif, emporté, too much. Et c'est vrai que la question qu'on pourrait se poser en tant que traumatisé, lorsqu'on en vient à ces conclusions, c'est de se dire que c'est encore le trauma qui parle, est-ce que j'ai basculé du rationnel à l'émotionnel ? Donc il peut être facile de s'auto-gaslighter, et aujourd'hui on va essayer d'y voir plus clair. Aux États-Unis, beaucoup de psychologues recommandent le no-contact, surtout lorsque les cas d'abus sont des cas graves. Et c'est une conversation qu'on n'entend pas forcément beaucoup en France. Alors aujourd'hui, pourquoi ne pas se poser cette question ? Essayer de mettre les pieds dans le plat et puis de voir ce qu'on peut ressortir de cette analyse. Bien évidemment, il n'y a pas de réponse par oui ou par non. C'est quelque chose de complexe qui dépend de chaque situation. Mais guérir, une chose est sûre, une chose est déjà certaine aujourd'hui, guérir, c'est ressentir. C'est réintégrer. Ressentir, ce qui veut dire que je ne deviens pas parfait pour guérir, mais que plutôt lorsque je guéris, je m'autorise à ressentir mon imperfection. Sans honte, sans gêne, sans dissociation. Simplement, j'existe, je suis, et donc je réintègre ce à quoi j'ai dû renoncer pour être accepté dans la cellule familiale. J'avais des défauts avant, j'en aurai après. Ce qui va changer dans mon processus de guérison, c'est que je ne vais plus basculer en mode honte, auto-rejet, par défaut, lorsque je vais être nez à nez avec ses limites, avec ces fragments d'humanité qui se manifesteront. Je ressens donc lorsque j'ai mal, plutôt que d'être désolée et honteuse de prendre toute cette place avec ma douleur, eh bien je m'autorise à la ressentir, à l'exprimer. Lorsque je suis en colère, c'est pareil. Au lieu de me vilipender sur l'autel de l'invisibilité familiale, je vais apprendre à apparaître à moi-même déjà. Ne plus me dissocier, me voir, me regarder, rester, demeurer avec les sentiments inconfortables, ne pas prendre un bol de glace pour oublier tout de suite que là maintenant j'ai honte ou j'ai peur ou je me sens seule et je ne sais pas quoi faire avec la validité de ces émotions qui ont été dans l'enfance criminalisées, ignorées, moquées. Vous voyez toute cette complexité des émotions qui ne sont pas toujours positives, qui ne sont pas toujours agréables, qui peuvent parfois submerger. Guérir, c'est ressentir, c'est accepter de ressentir sans criminaliser, sans vilipender, sans rejeter, sans juger, sans se dire je ne devrais pas ressentir ceci et cela. Et c'est pareil lorsque je suis déprimée, je vais me dire je me fous la paix aujourd'hui et je vais pas essayer de sentir autre chose que cette torpeur, que cette langueur, qui des fois aussi est un propre langage en soi. Donc je rebranche tout ce que j'avais débranché pour survivre dans la cellule familiale, que ce soit ma colère, ma complexité, mon humanité, mes désaccords, mes émotions contradictoires, mes erreurs. Vous voyez, la guérison, c'est réellement cette intégration. C'est pas de devenir parfait, c'est pas ressentir parfait, c'est pas n'attirer que des relations satisfaisantes, des relations qui sentent la guérison, mais c'est lorsque je fais une erreur, lorsque je traverse la vallée de la mort, être avec moi-même, ne pas me distancer de moi-même, ne pas me rejeter, ne pas me cracher à la gueule que je suis une merde, c'est ressentir que là, j'expérimente quelque chose de douloureux qui me fait ressentir X et Y et tout cela est à sa place. Donc ce n'est pas ne pas faire d'erreur, c'est simplement être dans l'existence, avec tout ce que cela peut avoir de vertigineux, d'imprévu. Donc c'est sortir du « tu ne dois pas penser comme ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas ressentir ça, tu ne devrais pas » et accepter d'aller dans tous les sens, de se paumer, de se tromper encore et encore et encore et encore. Tout ce qui change, comme on l'a dit, c'est que lorsque l'on réalise que l'on s'est retrouvé à l'opposé du chemin auquel on avait pensé au début, eh bien on pratique la flexibilité.
C'est ça la santé mentale, c'est l'adaptabilité et c'est la flexibilité. La différence entre les personnes qui ont des troubles pathologiques et des personnes en bonne santé sur le plan psychologique, c'est cette adaptabilité aux circonstances. Et cette adaptabilité, cette flexibilité face à soi-même et aux idées qu'on avait pu fabriquer sur soi. Lorsque je serai grande, je ferai ci. Lorsque je serai dans une relation, je ferai ci. Après telle année de thérapie, ça m'arrivera plus. Tout ça, c'était des idées qu'on pouvait avoir au départ. La santé mentale, la guérison en pratique, ça va être d'adopter une forme de flexibilité par rapport à ses propres errances, à ses propres biais cognitifs. Je m'étais juré que ceci ne m'arriverait plus. Ça m'est arrivé. Plutôt que de me dire je ne me supporte plus, je sors de mon corps, je me dissocie parce que je m'insupporte, je remets en question l'idée initiale qui voulait que cela ne soit plus censé arriver aujourd'hui. D'où vient cette idée? Est-ce qu'elle est empreinte d'humanité? Est-ce qu'elle est applicable? Est-ce que c'était une idée juste? Et pourquoi je devrais sanctifier cette idée et me désacraliser moi? Pourquoi je ne pourrais pas remettre en cause cette idée et me trouver juste, me trouver à ma place dans l'erreur, à ma place dans les errances? La souplesse, donc. La souplesse face à ce que la réalité me montre, qui n'est pas forcément un tort, qui n'est pas forcément un désaveu, et qui peut peut-être apporter une complexité en plus à laquelle je n'avais pas pensé, parce qu'on grandit en permanence, on évolue en permanence, et puis s'être trompé, ne pas y avoir pensé, est complètement banal. Donc je ne me foudroie pas, je ne me dissocie pas, et finalement ce qui est intéressant de remettre en question, c'est cette rigidité avec laquelle je me percevais, cette rigidité avec laquelle je percevais le réel. Je ne peux exister qu'en superforce. Je ne peux exister qu'en puissance. Si quelque chose invalide ce statu quo, la faute, c'est moi. Ça, c'est extrêmement rigide et ça manque donc d'adaptabilité et de souplesse au réel, puisque lorsque j'ai émis ma croyance initiale, je ne voyais pas toutes les couches de complexité que le réel allait me proposer. Et maintenant que ces couches sont placées devant moi avec tout ces niveaux d'inception de réalité, je m'adapte. Je m'adapte à ce que le réel me montre, à ce que la vie me montre, à ce que je n'avais pas pu imaginer. Et puis ce n'est pas très grave au final de ne pas avoir pu anticiper tout cela. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui la réalité est face à moi. Je ne peux pas être rigide contre moi-même avec ces croyances de départ, sinon je me fais du mal. Donc j'agrandis mon spectre et je grandis avec. Et je pense que ce qui nous fait souffrir par-delà nos prétendues erreurs, qui sont tout de même la moindre des choses, face à une tonne de paramètres à gérer au quotidien. Donc bien sûr on se trompe, mais ce qui nous fait mal, je pense, c'est cette absence de souplesse face à cette contradiction permanente de l'existence. Oui, je dois penser être super forte, je ne le suis pas, donc je suis une merde. Vous voyez cette façon rigide d'analyser le réel et qui place des gens dans des dépressions, dans des déprimes, dans des états de découragement absolu, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, puisque je n'avais pas créé d'autre case à côté de je suis une merde. Ou je gère, ou je suis une merde. J'ai pas géré, je suis une merde. Point. Dépression. Vous voyez ? Et en plus, aujourd'hui, la société nous offre 1 milliard de moyens différents de nous dissocier, de se distancer de nous-mêmes. Ça peut être 7 heures de Netflix. Donc les options sont infinies de se dire « je ne me supporte pas parce que je n'ai pas existé comme il faut et je vais disparaître à moi-même ». Ce qu'on ignore, c'est qu'on a le droit de changer de prisme, on a le droit de changer d'avis, d'opinion, même sur soi, même sur le réel, même sur les choses, même sur les relations, même sur des choses qu'on s'était juré de ne plus revivre et qu'on a revécu quand même. Qu'est-ce que ça dit peut-être sur le niveau d'exigence avec lequel on s'est traité dès le départ ? Pourquoi cet étau ? Pourquoi cette certitude, cette rectitude exigée à soi ? Vous voyez ? Changer de prisme, donc peut-être que quelque chose peut m'intéresser dans cette autre perspective sur moi-même. Peut-être qu'il y a des informations dans ma vulnérabilité, dans mon erreur, entre guillemets, qui me donnent accès à quelque chose de plus complexe en moi que cette version primitive de la toute-puissance, de la perfection, qui gagne évidemment à être repensée. Donc la complexité, l'accepter, se rejoindre là où l'on est vraiment et renoncer à certaines visions dogmatiques si leur préservation implique en plus de s'abandonner soi-même. Et donc si j'ai pensé que j'étais A et que finalement je suis B, pourquoi cela devrait être un problème, quelque chose de bien ou de mal ? Pourquoi est-ce que cela ne peut pas juste être traité comme de l'information, non idéologisée, mais de l'information pure ? Pourquoi on ne peut pas juste dire j'ai des facilités avec X, Y, Z et des difficultés avec tel autre paramètre, sans qu'un coup près ne vienne nous trancher la tête pour nous punir, d'avoir dérogé à une croyance initiale rigide, hors sol, et manifestement non réalisée, donc problématique. Tout cela pour nous dire que guérir, c'est ressentir, et donc quel rapport avec notre sujet, sur notre structure familiale ? Eh bien il est direct. Dans quelle matrice avons-nous dû nous couper de la réalité et de la remplacer par la propagande de notre entourage ? Dans quelle matrice nous a-t-il été inculqué qu'il était mal de ressentir cela, d'être au monde de cette manière, et dans la matrice familiale qui a donné un rôle à chacun. Et si l'on veut apprendre à guérir, à ressentir
tout, c'est-à-dire à tout réintégrer de soi, on va devoir réintégrer aussi tout ce qui a été coupé, muté, vilipendé, frappé d'anathème par cette famille. Guérir, c'est réintégrer les parties de soi auxquelles on a dû renoncer par décence, par nécessité de survie, par écrasement, par peur. Ce qui veut dire qu'à moins que chacune des personnes qui constituent la cellule familiale ait pu faire un travail et avoir une épiphanie pour renverser ce système dogmatique traumatique, à l'âge adulte, entretenir des relations avec cette famille sur les mêmes bases, les mêmes fondations, implique mathématiquement que ce système-là, et pas un autre, devra avoir raison sur vous, sur votre opinion, sur votre ressenti, sur ce qu'il y a en vous de plus viscéral, et vous invalider encore. Et donc quand on a 8 ans, on reste, malgré tout, parce qu'on n'a pas le choix, mais quand on est adulte, on n'est plus obligé d'avoir 8 ans, et de rester, et de s'immobiliser, et de se taire, et de se faire petit, de laisser la place à l'abus. Et donc pourquoi c'est important ce fight back, cette façon de riposter aujourd'hui, de créer des disruptions, de ne plus se laisser porter par cette structure? Eh bien tout simplement parce que qui est l'auteur de tout cela? En général, un ou deux parents qui ont institué cette structure, qui en ont fait l'architecture sur laquelle ils ont pu pérenniser le système d'abus, la tyrannie. Donc cette répartition des rôles entre les frères et les sœurs et chaque membre de la famille a servi un but très précis, maintenir un système oppressif en place. Ici, voici comment il faut penser, agir, qui il faut fréquenter, ce qu'il faut être, quelle sexualité il faut adopter. Et si vous ne suivez pas les règles, il y aura des conséquences. Vous serez isolé, moqué, humilié, etc. Donc à l'âge adulte, si cette famille n'est pas passée par une remise en cause, qu'est-ce qui change pour vous? Absolument rien. C'est encore plus pernicieux parce que dans ce cas, l'un des parents qui a bien évidemment distribué des rôles, par exemple l'enfant roi, lorsqu'on a un parent narcissique et qu'il a plusieurs enfants, il va adouber un enfant qui sera le golden child, l'enfant en or sur qui on projette ses plus grandes espérances narcissiques. Donc il va arriver donc au monde sur ce mode de l'évidence, on lui dit c'est toi le leader, c'est toi l'espoir, et donc on parie sur toi. Il arrive avec cette idée de supériorité intrinsèque, bien que fallacieuse, sur le monde, et puis il va la pratiquer, la ressentir de manière viscérale et se dire c'est ainsi que je suis. Et en grandissant, ce qui se passe, c'est qu'il va conserver ce rôle vis-à-vis de ses autres frères et sœurs. Et de toute manière, c'est dans cette matrice familiale que l'on fabrique le narcissisme. On en a déjà parlé, mais la fusion qu'une mère va avoir avec son enfant, si elle est mal adaptée, si elle est étouffante, et surtout si elle ne transitionne pas autour de 2 ans vers une individuation, eh bien l'enfant reste bloqué dans cette façon d'être au monde, ne ressent pas sa séparation d'avec lui et les autres, ne cultive pas cette façon d'être au monde avec des limites, avec plus ou moins la période où l'enfant va réaliser qu'il est séparé donc de sa mère, qu'il n'est pas une entité unique avec elle, et qu'il est également séparé du monde, et qu'il y a des règles, et qu'il faut faire des compromis, négocier, respecter les limites des autres, etc., pour pouvoir vivre en société. Donc s'il rate cette étape, il bascule d'un narcissisme sain à un narcissisme pathologique, et surtout il n'en sort plus jamais, puisque c'est en fait un développement qui se fige entre 2 et 9, et qui ensuite ne bouge plus. Je suis tout est à moi, tout m'est dû, etc. Avec différentes stratégies pour pouvoir obtenir par la manipulation pour ce qu'on a besoin d'avoir pour vivre dans cette fantaisie. Et donc dans notre cas, un frère qui aura été privilégié, collé à la maman jusqu'à rater cette étape de développement, eh bien conserve le modus operandi d'un enfant de 2 ans toute sa vie, moi, et surtout ne peut plus en sortir, puisqu'il n'a jamais développé le reste qui lui aurait permis de créer cette individuation. Et le narcissisme, c'est justement cette espèce de bug en boucle sur soi-même où on tente d'entrer dans une relation pour fusionner à nouveau avec la mère dans le seul espoir de la tuer symboliquement et de pouvoir s'individuer. Donc le but d'un narcissique rentrant dans une relation, c'est que cette relation explose, c'est que cette relation s'atomise, c'est que vous le quittiez, c'est que tout se passe mal pour pouvoir symboliquement vous vaincre et s'individuer. Le love bombing, la rapidité avec laquelle une relation narcissique va se jouer, c'est parce que c'est tic-tac, il y a un timing, et le seul but de toute cette fantaisie, de cette illusion, in fine, va être de vous vaincre symboliquement pour pouvoir prendre le dessus. Et puis, puisque ce n'est pas possible, c'est un bis repetita avec vous ou avec d'autres, mais c'est quelque chose qui tourne en boucle. Et donc, lorsqu'on a un frère ou une sœur à qui on a donné un rôle, par exemple, de golden child, et que on vous a donné le rôle de bouc émissaire ou d'enfant invisible, en demeurant en contact avec cet individu, la seule façon de conserver ce lien est que chacun demeure dans le rôle qui lui a été donné par le parent.
Et dans le cas d'un frère ou d'une sœur narcissique, de toute manière, de toute évidence, le narcissisme est le seul prisme avec lequel le réel peut être appréhendé. Il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution avec le temps, lorsque le développement a été donc pathologique. Donc la relation est damnée dès la matrice maternelle, et c'est pour ça que les spécialistes, psychiatres, professeurs nous disent que l'on ne change pas. Lorsque l'on est narcissique, lorsqu'on est dans cette pathologie, on ne guérit pas, on reste bloqué à cet âge mental, et beaucoup donc parlent à des patients narcissiques avec un langage qu'ils auraient employé pour des enfants, puisque de toute manière, sur le plan affectif, il n'y a plus eu d'évolution après. Donc le sens de soi n'a pas été développé du coup, puisque ce soit été trop tôt dans leur développement, et il doit être validé, cherché dans la fusion avec les autres qui vont lui donner un supply, une provision, une ressource, sans laquelle il ne pourrait pas vivre, parce que c'est comme des enveloppes vides à l'intérieur de laquelle il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de présence, il n'y a pas d'individuation, il n'y a pas d'incarnation de l'individu en tant que tel. Et donc, pour résumer, pour ce qui est de notre sujet, vouloir avoir une relation avec une personne qui fonctionne avec cette approche complètement pathologique, je parle bien de la pathologie du narcissique et non pas simplement du spectre dans lequel on est tous, mais là je vous parle du mode opératoire qui se fiche à 2 ans et qui vous empêche de comprendre les limites des autres, de comprendre que vous êtes séparés, de comprendre l'empathie, de comprendre leur humanité, de pouvoir les approcher sans que ce soit transactionnel, sans que ce soit manière d'obtenir quelque chose. Donc une relation où rien de cela n'est présent ne peut prendre en compte votre humanité. Il faut un équilibre, il faut un rapport équitable, une justice, une justesse, une sincérité. Sinon vous êtes simplement un supply pour une autre personne. Et donc on voit que pour que la relation entre un golden child et un bouc émissaire fonctionne dans la cellule familiale, chacun doit jouer son rôle. Sauf que jouer ce rôle, que ce soit l'enfant invisible ou le bouc émissaire, implique de demeurer dans la matrice traumatique. Et donc est contradictoire avec toute idée de guérison intérieure. C'est-à-dire que pour le bouc émissaire, qui va se retrouver avec un frère ou une sœur, dans cette catégorie, il va falloir qu'il fasse perdurer ce système où l'autre est favorisé, priorisé, mieux traité, ou en tout cas se pense comme tel, et qu'il conserve sa position de vassalité. Vous voyez ? Qu'il abandonne ses besoins, qu'il abandonne son ressenti, qu'il abandonne sa colère, qu'il abandonne sa frustration, et qu'il sauve le narcissique à chaque fois qu'il en aura besoin. Accepte que l'injustice primitive de leur lien perdure à l'infini. C'est ça la condition d'une relation épanouie entre ces deux-là. Et c'est pour cela que la question « doit-on couper les ponts avec sa famille pour guérir ?» se pose. Doit-on tolérer cet inconfort à l'âge adulte ? Quel gain y a-t-il à maintenir ce cirque opérant alors qu'il a été basé dès le départ sur une dysfonction parentale ? Comment ressentir en demeurant dans un environnement qui continue de criminaliser votre essence telle qu'elle est, qui continue de la restreindre, de poser des limites imaginaires sur son éclosion ? Donc ces répartitions de rôles sont traumatiques de facto, et ce ne sont pas des répartitions équitables où votre humanité peut jaillir et servir de curseur, mais simplement une tactique d'emprise d'un parent sur une maison il y a quelques décennies, et parfois encore dans le présent. Donc ma réponse c'est que si dans votre famille le système est toujours en place tel quel et que son maintien implique votre soumission, votre gaslighting, eh bien la réponse est oui. Il faut couper les ponts avec cet environnement pour pouvoir se redresser, se réapproprier soi-même, se réintégrer à 100%. Autrement, vous n'êtes jamais vraiment guéri, accepté, vous n'apparaissez jamais réellement à vous-même, puisque la partie que vous avez dû sacrifier en vous pour satisfaire le système demeure toujours invisible, abandonnée, et que cela est donc une dissonance cognitive, un inconfort mental qu'il revient à vous d'accepter, de tolérer ou pas, mais qui en tout cas est problématique de ce point de vue-là. Donc si, à contrario, vous pouvez être avec vos proches et exister pleinement, dire stop, fixer des limites et être respecté en tant que personne individuée, évidemment la question ne se pose pas, mais si au contraire on vous moque lorsque vous essayez de fixer des limites, qu'il y a toujours une forme d'inconfort ou de rabais ou de doute ou de gaslighting, cet inconfort n'est pas anodin. Vous êtes peut-être habitué, il est peut-être en lame de fond à force d'avoir été pratiqué à l'envie, mais l'idée de cette conversation c'est de dire que même dans les relations familiales, les conditions de votre dignité doivent être réunies pour que vous puissiez vous épanouir et continuer votre guérison convenablement. Donc peut-être que vous et vos proches avez fait une thérapie et que vous avez une épiphanie, vous avez repensé ces fondations ensemble pour que l'humanité de chacun puisse apparaître. Mais autrement, si rien n'a eu lieu et que l'inconfort et l'absorption de votre puissance personnelle est la monnaie d'échange pour garantir le lien familial, oui, le problème se pose en termes de guérison. Parce que guérir, c'est retrouver la puissance de dire non à l'abus, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Le travail, les amis, les relations, la famille. L'abus en tant qu'il est un abus face à un être humain, où qu'il soit. Donc l'idée même, au-delà de la famille, c'est que aucune relation de proximité ne se fasse au détriment de votre confort personnel.
Et l'apologie de la famille peut donc s'apparenter à du gaslighting, à une propagande rigide où l'on vous dit l'idée que l'on veut se faire de cette vache sacrée de la famille passe avant votre dignité, avant votre valeur, avant vos émotions, avant vos larmes, etc. Donc on continue de vous invisibiliser au nom d'une autre cause qui cette fois-ci n'est pas simplement la cellule familiale, mais l'idée sociétale que l'on peut se faire de cette cellule. Et donc on se retrouve face à un dilemme. Parce que si l'on réalise que nos frères et sœurs ou un parent, voire toute la famille, baigne encore à 100% dans ces eaux usées du trauma, eh bien que faire ? Soit on continue la stratégie qu'on a toujours utilisée, donc on reste la bonne personne, la gentille personne qui prend sur elle, qui range son frein, qui ne dit rien, qui reste ce lien familial à son propre détriment en étant consensuel et sacrificiel, qui encaisse tout, qui prend tout de face. Et en passant, on va parler dans un des prochains épisodes de l'impact que cela a sur votre santé, puisque on va explorer le livre de Gabor Maté et comprendre comment l'enfance et les schémas familiaux, la manière dont on a été traité, va causer certaines pathologies physiques et comment les éviter. Donc ça, ce sera pour un prochain épisode. Mais donc, la gnose sacrificielle, qui donc est le lien de la famille à son propre détriment. Ou alors, essayer une autre stratégie, c'est-à-dire redresser, prendre en compte sa propre dignité pour une fois, en disant non, stop, merde, et puis en envoyant balader indéfiniment les personnes qui exigent de vous votre anéantissement comme monnaie d'échange. Et souvent, qu'est-ce qui retient les gens dans cette position ? C'est que diront les autres ? Si cela ne concerne pas tous les membres de la famille, que diront ceux qui ne sont pas concernés ? Est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que j'exagère ? Et la réponse dépend évidemment du but final. Si le but final c'est votre dignité, non, vous en faites manifestement peut-être pas assez encore pour votre protection, avec cette distanciation donc, qui n'est évidemment pas une décision facile, mais qui semble être parfois dans certaines cellules avec des abus graves incontournables. Et puis si c'est conserver les méthodes de survie de l'enfance et garder le monde tel qu'il est en pensant qu'il n'est pas toxique, il faut tolérer toujours plus pour que rien ne soit bouleversé dans l'ordre des choses. Il y a quand même une chose excitante, moi, que je trouve dans cette conversation, c'est que pour la première fois, lorsque la personne est réellement dans un processus de guérison et qu'elle se pose des questions en termes de santé mentale, c'est que face à une situation d'abus familial, lorsqu'elle est identifiée, lorsque vous voyez que quelque chose en vous est écrasé, retraumatisé, négligé, moqué en permanence dans votre cellule, pour la première fois, la balle est dans votre camp. Pour la première fois, votre curseur peut être vous-même. Non pas le système en place, non pas la tyrannie, non pas les rôles tels qu'ils ont été distribués, mais vos propres émotions réelles, viscérales, qui vous indiquent qu'il y a une injustice, qu'il y a un abus, qu'il y a quelque chose qui vous froisse. Et donc vous avez la possibilité de vous émanciper de cette assignation et de vous autoriser à vous incarner vous-même pour la première fois. Vous avez la liberté de dire à un parent ou à un frère ou à un cousin « stop » et de lui montrer les conséquences de son abus sur vous. Vous avez aussi la possibilité de riposter, de chambouler toute la structure familiale toxique, même si c'est flippant, douloureux, pénible, et de le faire pour vous. Ce qui n'a jamais été fait auparavant, un espace que vous n'avez jamais incarné et qui ne vous a jamais été offert. Et bien évidemment, lorsqu'on fait des choses pareilles, ce n'est pas par fantaisie, c'est pas par vengeance, c'est pas simplement parce que c'est à la mode, en plus ça ne l'est pas, mais c'est pour vous offrir une justice, vous-même. Monter sur un cheval blanc et être votre propre justicier, le justicier de vos émotions, le justicier des brimades, le justicier des assignations douloureuses qui vous ont vidé de la substance d'humanité pendant de nombreuses années en vous. C'est l'idée de se dire que je mérite de recevoir de la considération, de l'écoute, du respect, de la dignité, un espace pour mon humanité, et que les conditions ne sont pas réunies, et que j'ai le droit en tant qu'adulte aujourd'hui de dire je ne préfère pas continuer dans ces conditions par souci d'humanité envers moi-même. Une humanité que, souvent, la cellule familiale ne vous a jamais laissé la chance de découvrir. Donc encore une fois, je pense que si les membres de votre famille veulent changer, restent flexibles, sont engagés dans cette discussion, le no-contact ne semble pas requis. Si vous pouvez ressentir des choses sans être jugé, vilipendé, démonisé, et même fixer des limites sans qu'on vous le fasse payer d'une manière ou d'une autre, dans ce cas, la conversation s'arrête là pour vous. Mais je pense que cet épisode adresse principalement des situations un peu moins modérées, un peu plus extrêmes, où la rigidité est toujours en place. Et où pour conserver une relation familiale, votre dignité, votre humanité constitue toujours la monnaie d'échange. Votre confort n'est pas important, votre voix, vos émotions, ce que vous auriez pu penser, etc. En plus, je pense que tout est lié. Le soi familial, le soi au travail, le soi en couple, tout communique. Tout est vous. Et guérir, c'est à 360, dans toutes ses dimensions, par cohérence.
Donc si je veux me sentir puissant, si je veux me redresser, si je veux me restituer, me réintégrer, l'abus est à rejeter en bloc d'où qu'il vienne et quel que soit son vecteur. Et c'est vrai que la société a longtemps fait de la famille une valeur ultime, et je dis hérésie en ce qui me concerne, puisque la famille c'est parfois celle qui a laissé le parent violent perpétrer sa violence. La famille c'est aussi parfois celle qui savait et qui s'est tue pour conserver les convenances sociales. La famille c'est aussi souvent le lieu de l'horreur, du silence, de la non-repentance, de la tyrannie, du vampirisme. Et donc je dis que si ça c'est sacré, je préfère de loin la profanation. Il y a évidemment, je l'espère, une majorité de parents qui essaient de faire de leur mieux. Personne n'est parfait, mais je pense qu'il y a également à côté des personnes dangereuses qui se sont retrouvées dans la situation de parents et qui ont créé des structures, des systèmes extrêmement toxiques qui broient l'humain. Et qu'en grandissant, certains frères et sœurs continuent de tirer parti des avantages de ces rôles qui leur ont été donnés, et que la personne qui est placée dans une position de chemin de guérison doit se poser ces questions à un moment de son cheminement, même si elle est la seule, in fine, qui aura la réponse. Pour moi, ce qui est sacré, c'est le respect de l'autre, l'humanité, la mise à plat des choses pour pouvoir crever l'abcès et se respecter. Et le no-contact, parfois, peut être la seule alternative si on veut continuer de garantir son processus de guérison, sa santé mentale et son évolution personnelle. L'occasion, par exemple, de jouer un autre rôle, de revoir toutes ses fondations intérieures, ses mécanismes de survie, le people pleasing, la soumission, la docilité, se retrouver vraiment pour se choisir. Et si votre famille vous abuse encore aujourd'hui, oui, ça craint parce que c'est douloureux, mais c'est aussi l'occasion de se choisir pour la première fois parfois. Si le rapport à vous ne peut se faire que dans l'amoindrissement de vos qualités, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans les larmes et la tyrannie, eh bien la vache sacrée, dans ces cas-là, je pense que c'est surtout vous. Lorsque l'on est entouré, c'est encore mieux, psy, thérapeute, ami fiable, livre, etc. Mais ce sont des questions à se poser réellement. Les relations en général ne sont pas parfaites naturellement, mais elles sont flexibles, elles sont souples, elles s'adaptent à vos besoins, les relations saines en tout cas, et vice-versa. Dans ces relations-là, il n'y a pas de place pour « c'est comme ça et c'est pas autrement ». On a toujours fait comme ça. Et c'est remplacé par « je te vois, je t'entends, je suis flexible et je m'adapte en fonction de ton ressenti qui compte ». Donc si vous expérimentez du jugement, de la colère, de la manipulation, faites ce que vous n'avez peut-être jamais fait, dans ces situations-là, qu'elles soient familiales ou autres, celle de vous choisir dans vos ressentis, dans votre réalité organique, de vous croire, de vous mettre de votre côté, même si vous êtes tout seul pour l'instant. Parce qu'on parle beaucoup de narcissisme dans les relations amoureuses, mais pour beaucoup, la première relation toxique, c'est celle avec les parents, les proches, les frères, les sœurs. Ils viennent d'un système qui parfois perdure toute une vie. Avec des personnes qui continuent de ne pas vous croire, qui continuent de ne pas vous visibiliser, de ne pas vous humaniser, et de tirer profit des rôles qui ont été distribués de manière complètement aléatoire dès le départ. Et donc oui, pour certains, parfois la guérison va passer par une coupure nette et totale avec ce système d'anéantissement. Et je pense qu'être accompagné est réellement une chose à faire pour ne pas s'auto-gaslighter, ne pas rester petit par décence et se donner une chance de guérir. Surtout qu'on verra dans l'épisode précédent l'importance de se choisir, l'importance de parler, l'importance de s'imposer pour sa propre santé physique. Parce que c'est vrai qu'on parle énormément de trauma, on a parlé même de dissociation, mais on va voir dans l'épisode précédent ce qui se passe lorsque l'on se tait. Comment le corps va se retourner contre soi, parfois en développant des inflammations, des maladies plus graves. Heureusement, l'auteur Gabor Maté nous donne des pistes, des solutions concrètes pour ne pas tomber dans ce piège, mais ce silence a un prix. L'auto-abandon, l'auto-renoncement peut coûter toute une vie, et n'est donc pas anodin. Tout est lié, les émotions, le corps, la psychologie, l'inconscient, le trauma. Tout est lié, tout participe de notre santé mentale et physique, émotionnelle, spirituelle, etc. Tout est lié. Et donc laisser une porte ouverte à cette infiltration traumatique à travers le mauvais traitement encore aujourd'hui n'est pas anodin et peut parfois avoir des conséquences qu'on peut éviter en apprenant à s'imposer, à dire non, à dire merde et à envoyer chier tous ceux qui n'ont pas décidé que votre humanité avait de l'importance à leurs yeux. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, un épisode un peu plus court que d'habitude, c'est parce que je travaille activement sur la condensation de ce livre Danse de Gabor Maté. J'espère le terminer rapidement et vous rejoindre pour un nouvel épisode du côté de chez soi. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, à me donner vos commentaires pour faire connaître le podcast. Je vous rappelle également que je propose des séances de coaching intuitif, donc c'est un coaching un petit peu particulier, c'est un coaching qui se fonde sur 1 à 2 séances environ et qui n'est donc pas un suivi thérapeutique
thérapeutique, mais une séance d'1h30 dans laquelle on vous donne les clés principales face à la situation actuelle que vous traversez et qui peuvent être une exploration interne très profonde, très intéressante, très riche et très intense que je recommande à ceux qui n'auraient peut-être pas encore osé pousser la porte de cette exploration intérieure. Donc c'est par Skype que tout cela se passe, un lien Skype ou même WhatsApp, c'est une séance d'1h30 et vous pouvez me poser toutes vos questions sur le sujet à swanikanga@gmail.com. Merci en tout cas pour vos écoutes, vous êtes toujours plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir parce que ça s'allume un petit peu partout dans le monde. Merci donc pour ce relais et j'espère vous retrouver très bientôt. J'ai également un cours qui est en phase terminale de préparation et qui sera disponible au mois de mai sur mon site internet qui parlera de la puissance personnelle et qui sera un voyage à travers cette façon de s'ériger en tant que soi-même. Et donc pour toutes ces questions, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, bonne fin de semaine et à très bientôt du côté de chez Swan.